Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, je vais vous parler des nouveautés de la version 3.3. Alors là, vous allez me dire, ouais Michael, à quelle heure? Ça fait 2 semaines qu'elle est sortie. Oui, mais j'étais malade pour ceux qui ont suivi un petit peu les histoires sur Discord. J'ai fait que tousser pendant 3 semaines, j'ai eu le Covid, c'était absolument horrible. Même aujourd'hui, je continue de tousser, donc il y aura peut-être des petits cuts dans la vidéo. Je vais faire en sorte pour que le montage soit le plus smooth possible, que vous n'ayez rien. Mais derrière, je dois retravailler tout ça parce que ça fait 5 fois que je recommence la vidéo. J'avais essayé de faire un montage avec des cuts à chaque fois que je tousse et tout, mais ça m'allait pas. Donc j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. La 3.3, plein de nouveautés, nouveaux splash screen comme d'habitude et qui met en avant certaines fonctionnalités. Et on va voir aujourd'hui le patch notes. Je vais faire des allers-retours un petit peu entre le site internet et entre Blender pour vous montrer comment ça se manipule dans la nouvelle interface. Et on est parti. Comme d'habitude, le lien sera dans la description pour ceux qui souhaitent lire en détail le patch notes. Le release, vous voyez, c'était le 7 septembre. Aujourd'hui, nous sommes le 24, donc beaucoup trop de retard. Je précise que cette version 3.3, cette version-là, c'est une LTS, donc Long Term Support. C'est-à-dire que pour ceux qui veulent se lancer dans des projets un petit peu sur le long terme et être sûr que la version va être maintenue pendant 2 années, donc là jusqu'à septembre 2024, Blender s'engage de maintenir cette version-là et de la rendre stable. Donc vous n'aurez pas forcément les nouvelles fonctionnalités qui y arrivent dans les versions d'après, c'est normal parce que qui dit ajout de fonctionnalités dit ajout d'instabilité, forcément, parce qu'il y a toujours une période de test et il faut attendre quelques versions avant que ce soit stable à 100% en fait. Donc le LTS, voilà, il n'y aura pas de nouvelles fonctionnalités, mais ils vont maintenir ça à jour, corriger les fonctionnalités présentes actuellement. Donc c'est très utile pour les entreprises, pour ceux qui veulent faire des projets un petit peu plus sérieux, de grande envergure qui va durer plusieurs années. Vous êtes certifié d'avoir une version stable pendant 2 ans et maintenue par la Blender Foundation. Donc, la première fonctionnalité, c'est le nouveau système de grooming, le Here We Go, très joli jeu de mots. C'est un nouveau système de grooming qui ne fonctionne plus du tout avec le système de particules comme on avait avant, mais maintenant, c'est directement inclus dans le Sculpt Mode. Alors, comment ça fonctionne? Vous allez devoir sélectionner un objet, lui dire, OK, sur cet objet-là, je veux que tu me rajoutes des airs que je vais pouvoir modifier en Sculpt Mode, et qui vont être surtout compatibles avec le Geometry Node. Donc ça, c'est très important. On a plein de modifications qui existent déjà dans cette nouvelle fonctionnalité. Il manque des choses, donc j'en ai déjà parlé un petit peu en live, mais il y a beaucoup d'avantages, mais il y a également des inconvénients comparé à l'ancien système. Alors là, ça paraît joli, effectivement, mais il y a plein de choses encore manquantes par rapport à ce qu'on avait avant. Mais on peut pallier ces manques avec le Geometry Node, parce que là, maintenant, tout est compatible avec Geometry Node, vu qu'on va générer des curves qu'on peut convertir en mesh d'un Geometry Node, sur lequel on peut faire d'autres modifications. Donc là, vous voyez, il y a une petite démo également qui est présente directement, hop là, sur YouTube, où la personne montre comment utiliser par exemple du pinch en temps réel. Donc ça, c'est assez bien parce qu'avant, pour faire tout ce qui était clump, pinch ou des choses comme ça, on était obligé de passer par des paramétrages qui s'appliquaient autour des guides. Maintenant, on peut le faire manuellement avec le Sculpt Mode, tout simplement. Donc là, vous voyez, il est en train de modifier un petit peu l'organisation des airs. Si j'avance, vous voyez que là il fait du pinch, donc ça va faire une sorte de clump en resserrant les particules à cet endroit-là. Donc plein de choses. Comment ça fonctionne spécifiquement dans Blender? On va voir ça tout de suite. J'ai une envie de tousser, vous imaginez même pas, je suis en train de me retenir de ne pas tousser, sinon je sais que la vidéo est foutue. Alors, si je rajoute un objet de type par exemple UV Sphere, clic droit, Shade Smooth. À l'époque, si je voulais rajouter des cheveux dessus, comment ça fonctionnait? Je devais aller dans les Particle Properties, cliquer sur le plus, rajouter du R, et là, ça me mettait des particules partout sur mon objet. Je pouvais faire du weight painting si je voulais spécifier des endroits où je voulais des particules, mais c'était pas très pratique, c'était moins souple comparé à ce qu'on a aujourd'hui, parce que là, les particules étaient automatiquement attachées à ma sphère. Vous voyez, j'ai mon système de particules qui est ici, mais j'ai pas deux objets à part, c'est vraiment lié entre eux, et je suis obligé de passer par le système de particules pour faire des modifications, et surtout, c'était pas compatible avec le Geometry Node, sauf si je convertis ces particules en curve, mais du coup je perds le lien entre l'objet et les particules qui deviennent non éditables, donc c'est pas pratique. Mais là, j'avais pas d'outil pour éditer à proprement parler mes particules, sauf le Particle Edit, et vous allez voir que c'est là où ça change. Là, je pouvais très bien venir coiffer mes particules en temps réel, ça marchait très bien, mais maintenant, spécificité, c'est que quand je vais rajouter un objet, pareil, UV Sphere, je vais le sélectionner, faire Shift A, je vais aller dans Curve, et maintenant j'ai du Empty Air. Et ça, c'est un nouveau type d'objet qui n'existait pas avant. Vous voyez, il se rajoute ici, et ce sont des curves en fait. Donc je retrouve un objet Data Properties ici qui est bien spécifique. On peut
rajouter ou enlever des attributs. Donc ça, c'est quelque chose qui va pouvoir communiquer avec le Geometry Node. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai aucune particule par défaut, j'ai pas de particle edit, mais j'ai un sculpt mode spécifique pour ce mode-là. Et là, je vais pouvoir rajouter des particules là où je le souhaite. Alors par défaut, ça m'en met une count, je vais mettre 30. Je vais augmenter un petit peu la brosse. Voilà. Donc là, j'ai des particules. Je peux en enlever aux endroits où je le souhaite. Il y a toujours du comb pour peigner. Pour peindre. Oui, pour peigner. Pour peigner, oui, comme on dit. Oui, pour peigner les particules. Voilà, pour ajouter la shape qu'on veut. On a du snake hook. En fait, ça, c'est hérité du système de sculpting qui existait déjà dans Blender. Je peux augmenter la taille des particules par endroits de manière très souple. Je peux faire du pinch pour faire une sorte de clump, vous voyez. L'avantage, c'est que le clump, souvent, ça va se faire sur le tip, c'est-à-dire sur la tête de la particule, même si on peut changer la shape. Là, je peux le faire vraiment sur les points à l'endroit où je veux. Donc c'est un petit peu plus souple, c'est plus intuitif que le système de particules de base qui est beaucoup basé sur des paramétrages. Là, on se rapproche vraiment du sculpt mode, donc c'est assez sympa. Je peux même redéplacer mes particules. Donc voilà, c'est une autre approche, et comme je disais, l'avantage c'est que ça c'est compatible, contrairement au système de base de particules, c'est compatible avec le Geometry Nodes. Et vous savez que le Geometry Nodes, depuis quelques versions maintenant, c'est vraiment sur ça que Blender met l'accent, parce que c'est très puissant, ça permet d'obtenir des choses procéduralement très intéressantes, donc les possibilités vont être infinies. Voilà. Avec ce système de particules, on va pouvoir faire en sorte d'avoir du cheveu qui réagit en temps réel avec la proximité de notre objet sans avoir à faire de simulation. Donc ça va être vraiment très important, je ferai des vidéos dessus, il faut que je me penche un petit peu sur le sujet, ça va être top, compatible avec Cycles et Eevee. Bon, j'ai envie de dire maintenant, encore heureux, ils essaient de pas privilégier un moteur de rendu, c'est très bien, parce que je rappelle que Eevee est plus rapide, moins réaliste, mais pour les petites configs, c'est très bien, notamment si vous voulez peindre en temps réel, là il est sur Eevee, donc il va peigner en temps réel ces particules. Cycles, ça demanderait un petit peu plus de ressources, donc la plupart du temps, on travaille en Eevee pour ce qu'on appelle faire du look dev ou autre pour du temps réel, et ensuite, on switch en Cycles pour faire le rendu final qui sera plus réaliste, notamment quand on a des particules de type R, où l'anisotropie et tout est quand même mieux représentée avec les shaders de type R. Donc on parlait procédural, Geometry Node, ils ont rajouté un outil pour faire des unwrap et des pack UV Island automatiquement avec un node spécifique. Ça sert à quoi? Le Geometry Node, en entrée, vous pouvez mettre des objets 3D présents dans votre scène. Donc là, pour le coup, on pourrait faire des UV de base à la mano comme on faisait avant. Mais ce qui est intéressant avec le Geometry Node, c'est que vous pouvez, à partir de primitifs de base, comme par exemple ici un cylindre, je peux venir rajouter un cube, faire une union entre les deux, rajouter d'autres extrusions, convertir ça en courbe, faire des changements, reconvertir ça en mèche, et tout ceci, vu que c'est généré procéduralement, mais j'ai pas la main sur les UV à proprement parler sur mon objet. Parce qu'entre deux objets différents, je vais changer des paramétrages, et je vais pas faire à chaque fois des UV différents individuellement pour chaque objet. L'avantage, c'est que là, je vais pouvoir créer des UV automatiquement sur les assets que je vais créer procéduralement avec Geometry Nodes. Donc là, on a une sorte de pipeline complet de la création d'assets en termes de topo et d'UV. Comme ça, je vais pouvoir l'exporter pour un moteur de jeu, l'exporter pour Substance Painter, pour ce que je veux, et j'aurai quelque chose de propre. Je n'aurai pas besoin de collapser mon objet, de le convertir en mesh sans passer par le Geometry Nodes et faire mes UV après coup. Donc là, je pourrais faire ça directement avec un node. Alors, faut pas rêver, il y a pas mal de paramétrages, ça va pas vous faire des UV exceptionnels si vous avez des formes complexes, mais déjà, ça permet d'avoir des premiers UV assez sympas, et de toute manière, maintenant, si vous passez par des logiciels comme Painter ou autre, soit vous pouvez refaire vos UV, soit vous pouvez corriger un petit peu les soucis, même si les UV sont pas top, ça va fonctionner assez bien. Donc ça, c'est super, parce que maintenant, on a vraiment, comme je disais, le workflow complet pour créer des objets procéduralement, et pour les unwrapper procéduralement aussi. Donc ça, c'est top. On espère un jour des UV basés sur l'intelligence artificielle. On n'aura plus à faire ça parce que qui aime faire des UV? Pas grand monde. On a ensuite le path to success. Donc, beaucoup d'ajouts de nodes dans la Geometry Node. Là, on a un algorithme qui va chercher le chemin le plus court entre deux points. Alors là, vous pouvez vous dire, ok, c'est bien beau, mais à quoi ça sert? Mais il y a plein d'utilités pour faire des textures dynamiques, pour faire par exemple des effets de lighting, d'éclair sur un personnage, sur une surface dans le ciel ou autre. Ça va permettre de faire plein de variations, et ça, c'est vraiment top. Donc c'est quelque chose de premier abord, on ne voit pas forcément l'utilité, mais en creusant un petit peu, on peut faire plein de choses exceptionnelles avec ça, donc ça va être vraiment cool. Ils ont rajouté plein de nodes,
pour les volumes notamment. Donc on a un volume cube de base qui va créer un cube avec du volume, le mesh to volume pour convertir un mesh en volume. L'avantage c'est que tout ça c'est présent dans le Geometry Nodes. On peut le faire manuellement déjà dans Blender, on a juste à rajouter du volumétrique sur un objet. Mais là, ça va vraiment convertir le mesh en volume grid, et ça c'est vraiment cool. Ça permet de faire plein de modifications ensuite de nodes compatibles avec les volumes qu'on n'aurait pas pu faire en amont sans cette conversion. Donc il rajoute à chaque version des nouvelles nodes, des nouvelles nodes. Au bout d'un moment, on va arriver à un système qui permettra de faire tellement de choses dans le Geometry Nodes que les gens vont presque en oublier qu'on peut faire des choses de base. Souvent, je vois des vidéos avec des gens qui montrent un objet qui se rapproche d'un autre, avec le matériau qui change et tout en temps réel avec le Geometry Nodes. Ce qui est bien, hein, parce que ça a pour avantage d'être évolutif, mais on peut déjà le faire avec Blender de base. Donc des fois, c'est plus simple. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une connaissance globale du logiciel pour savoir si c'est plus simple de se diriger vers la géométrie node qui a pour avantage d'être évolutif, donc on va pouvoir améliorer un petit peu le système, c'est beaucoup plus souple, ou avec les propriétés fournies de base dans Blender, qui sont plus rapides, mais si c'est pour un seul projet, on va peut-être pas s'embêter à passer plusieurs heures sur un système nodal, alors qu'on pourrait le faire directement dans le Blender de base. Mais bon, je m'égare un petit peu, donc pas mal d'ajouts de Geometry Node. Pour tout ce qui est Grease Pencil, donc j'utilise pas trop, mais il y a un nouveau système de contour et de shadow, où vous allez pouvoir, en fait, définir en fonction des ombres, vous voyez les ombres directes ou indirectes, alors les ombres sur les objets ou les ombres projetées, différents types de contours, là vous voyez par exemple les ombres bleues, voilà, tracées en bleu, ce sont les ombres directes de la lumière, et en rouge ce sont les ombres indirectes, donc les ombres projetées d'un objet sur l'autre. Vous voyez par exemple quand la lumière va projeter des rayons ici, hop là, ça va passer en rouge. Donc là vous dites peut-être, ok mais il va y avoir des superpositions, comment on va gérer ça? Avec les priorités. Voilà, donc on peut spécifier les priorités des différentes intersections pour différents objets, et du coup, automatiquement, Blender sélectionnera l'objet qui a la valeur de priorité la plus haute pour l'afficher en amont. Vous voyez, quand il y a plusieurs objets qui passent devant les autres. Donc pareil pour les silhouettes, un nouveau système de silhouettes qui est mis en place dans le Grease Pencil. Le Grease Pencil, maintenant, les paramétrages seront présents dans la timeline dans le dropsheet, donc pour tout ce qui est animation, ça peut être sympa. Des gains de performance. Et en parlant de gains de performance, parce que là, Blender annonce x4 à x10 comparé aux anciennes versions. Donc, de ce que j'ai testé sur les projets, je vais être honnête avec vous, j'ai pas constaté un gain de performance hallucinant. Ça m'a pas choqué, mais il faudrait que je teste sur des projets un petit peu plus lourds qui avaient tendance à ramer pour voir ce que ça donne actuellement. Mais, pareil, dans un souci de compatibilité, Blender, vous savez, vu que c'est open source, il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour rendre des outils collaboratifs compatibles, et notamment compatibles avec les nouveaux hardware, que ce soit AMD ou Intel. Donc Intel commence à sortir un petit peu des cartes graphiques de type ARC, donc assez peu utilisé. Je connais personne personnellement qui utilise ce genre de carte graphique, mais sachez que maintenant c'est compatible. Alors, vous avez juste à aller dans les Preferences, dans le système, et vous allez l'avoir en haut. Donc le One API, ça c'est pour Intel, et le HIP, le HIP, c'est pour AMD. Alors ne rêvez pas, actuellement, alors je vous parle 24 septembre 2022, Nvidia reste, les cartes graphiques Nvidia, pardon, restent les plus performantes pour faire des rendus 3D sur Blender. Pour deux raisons. Les performances brutes qui sont supérieures à la concurrence, vous allez me dire ça dépend de la carte graphique, mais d'une manière globale, et la compatibilité qui est également supérieure à la concurrence. Tout ce qui est CUDA, tout ce qui est optics, tout ça, c'est très optimisé, notamment pour Cycles, ça permet de faire des rendus très rapides. Optics, l'avantage c'est que ça va booster vos performances, l'inconvénient c'est que c'est uniquement basé sur la VRAM, et quand vous avez plus de VRAM, des fois il a un petit peu de mal à faire du swapping sur la RAM, alors que CUDA, lui, est compatible un petit peu hybride. Donc vous pouvez faire des rendus CPU, GPU, donc XPU entre guillemets, et quand il aura plus de VRAM, il va swapper sur la RAM, et ainsi de suite après sur disque dur. Donc normalement, vous n'aurez pas de souci de out of memory qu'on peut avoir souvent quand on fait des rendus optics. Tout ça pour dire que maintenant, c'est compatible avec tout. Avec les cartes graphiques Intel, les cartes graphiques AMD. Il y a également eu des améliorations, voilà, pour le Apple Silicon. Alors, comme d'habitude, je ne vous conseillerais pas Apple pour faire de la 3D. C'est bien pour plein de choses, mais c'est pas optimisé, c'est pas performant pour faire du Blender et de la 3D d'une manière générale. Donc si vous voulez un ordi qui fait de la 3D de manière optimisée, ce que je vous conseille, moi, ce sont les cartes graphiques Nvidia. Je ne suis pas du tout sponsorisé par eux. Je vous donne tout simplement mon avis. Il y a des benchmarks sur Internet, vous pouvez vous y référer. Voilà.
Des petits changements en termes du XUI. Alors déjà, petite nouveauté, la barre de Blender en haut, elle est en dark mode, elle est noire. Alors ça, magnifique, c'est la feature de cette version. Non mais ça fait bizarre, au début quand vous lancez le soft, vous allez voir ça. Moi ça m'avait un petit peu, je me dis, ça a changé. J'ai même pas remarqué que j'avais mis à jour mon Blender vu que je l'ai sur Steam. Et c'est grâce à ça que je me suis dit, il y a une nouvelle version qui est dispo. Petit changement en termes d'affichage. Maintenant, on a un petit peu plus de détails en ce qui concerne les éléments. Avant, vous voyez, on avait location, scale parent modifier, mais on n'avait pas d'infos dans modifier. Et là, palam, on a toutes les infos qui sont dessous et très important pour une cohérence, pour des principes du XUI qui sont assez essentiels. On vient rappeler à l'utilisateur avec des icônes que le bevel, il a le même icône ici que dans le modifier en bas. Donc ça, c'est important. Comme ça, plus facile pour s'y retrouver. On a toujours les mêmes icônes qui sont utilisées pour la même fonctionnalité. Ça peut paraître du détail, mais c'est quand même important. Donc on a des petits changements avec des quick access, tout ça. Je vous laisserai regarder. C'est pas non plus game changer. Ça, c'est pas mal pour ceux qui font des VFX avec un image plane marker qui permet de faire du motion tracking, de remplacer, d'exporter entre guillemets une image basée sur un plan qu'on va traquer dans une vidéo, de peindre une texture par-dessus et de le reprojeter. Alors, créer et updater et mettez à jour une image à partir du pixel derrière le plane marker. Cela va vous permettre de créer et d'unwrapper, donc de déplier une texture à partir d'une vidéo pour l'éditer de manière externalisée. Donc vous pouvez passer par exemple sur Photoshop pour faire votre peinture et le reprojeter directement dans la vidéo. Alors comment ça fonctionne? Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc là, vous rajoutez des marqueurs de motion tracking, la qualité est absolument ignoble, mais c'est pas grave. Vous rajoutez des marqueurs, donc ça, ceux qui font du motion tracking, vous êtes habitués, ça fait ensuite des vecteurs de déplacement. Vous pouvez exporter le plane qui est généré. Vous voyez, comme ceci, vous allez unwrapper la texture qui est présente là. Une fois qu'elle est unwrappée, vous allez pouvoir le traiter dans un logiciel externe. Voilà, donc ça peut être Photoshop, ça peut être Krita, ça peut être n'importe quoi. Il marque Foo Fighters au lieu de, c'était quoi, au lieu de Nirvana. Il réexporte cette image, il la remplace. Et ensuite, magie, vous pouvez rajouter dans le compositing, donc on le voit en temps réel, mais je crois qu'il montre ensuite dans le compositing comment ça fonctionne, où vous remplacez tout simplement la nouvelle image par l'ancienne et ça va, avec un alpha over, la remplacer dessus. Voilà. La qualité absolument ignoble sur les vidéos qui sont embarquées sur les sites web comme ça, mais ça c'est autre chose. Et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Pas mal de modifications également en termes d'optimisation pour tout ce qui est chargement et export d'objets. Ça, j'ai testé. Et effectivement, sur des objets de format alambic. Alors, qu'est-ce que l'alambic? C'est un format qui permet d'exporter beaucoup d'informations, beaucoup trop même, parce qu'il va générer à chaque frame un nouveau mesh. Donc, pour exporter une animation, ça fonctionne. Ça ne va pas exporter un rig, ça va exporter un nouveau mesh à chaque frame, donc la position de chaque point, et du coup vous allez avoir l'animation. Vous pouvez exporter des particules de type air, des particules de type émetteur. Ce qui est bien, c'est que c'est compatible avec plein de logiciels de 3D, donc vous pouvez exporter de Blender à Unreal Engine des cheveux par exemple, il va l'interpréter une animation, l'exporter de Blender pour l'ouvrir dans un autre Blender, c'est exceptionnel. À l'époque, pour des fichiers assez gros, ça prenait pas mal de temps. Là, effectivement, j'ai remarqué qu'il y avait un gain de performance. Bon, la grosse nouveauté, ça reste le nouveau système de Groom. Vous pouvez, je crois, télécharger cette scène de test et vous amuser. Donc je suis content, j'ai pas toussé de la vidéo. J'ai à deux doigts de tousser là. Donc dès que je coupe la vidéo, je vais tousser comme pas possible. J'espère que ça vous aura plu. Je vais reprendre les vidéos, donc comme d'habitude, tous les samedis, un mardi sur deux, il y aura les Weekly Blender. Maintenant sur Twitch également, n'hésitez pas à rejoindre dans la description. Le lien sera présent. Tous les vendredis, je fais des sortes d'actualités sur une nouvelle technologie. On a pas mal parlé d'NVIDIA ces derniers temps avec leurs nouvelles cartes graphiques qui sont annoncées des trucs de fou. Peut-être que je ferai une mini vidéo condensée sur cette chaîne YouTube. Et j'espère que ça vous aura plu. Amusez-vous bien sur la version 3.3 de Blender et on se retrouve très vite pour des nouveaux tutos. Ciao! Ça m'a fait plaisir de reprendre les vidéos, ça m'avait manqué. Allez, ciao tout le monde, à plus.